Salut les curieux! Barbara de Champagne est de retour! Je reviens dans vos oreilles car j'ai une grande nouvelle à partager. Et oui, je sors une nouvelle saison de podcast. Et cette fois, elle porte même un nom. Elle s'intitule L'Ingépanoui. Vous avez compris pourquoi? Dans ces nouveaux épisodes, j'ai rencontré des ingénieurs et assimilés qui ont osé changer de vie. Qu'ils aient changé un tout petit rien ou alors qu'ils aient complètement bouleversé leur vie, chacun des invités que je reçois a trouvé une solution bien à lui pour remettre du pétillant dans sa vie. J'espère que vous trouverez dans ces discussions l'inspiration dont vous avez besoin pour remettre du pétillant dans la vôtre. Alors, prêt à découvrir l'invité du jour ? Vous verrez que cet épisode est un petit peu différent des précédents. Marion, c'est une ingénieure pas comme les autres. Marion prend son temps, aussi bien dans sa parole, dans sa réflexion, dans ses projets. Avec son mari, c'est toute sa vie qu'elle a voulu repenser. Forcément, ça prend du temps si on veut faire les choses bien. J'espère que cet épisode permettra aux personnes qui, elles aussi, sont en plein questionnement, de trouver les bonnes questions à se poser et de voir, par rapport au questionnement de Marion, s'il y a des similitudes ou au contraire des différences. Bonjour Marion. Salut Barbara. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. D'ailleurs, je suis heureuse que tu me reçoives aujourd'hui puisqu'on est chez toi. Tu es ingénieure thermicienne depuis 15 ans. Oui. Depuis 5-6 ans, tu as entamé une formation en art-thérapie. Oui. Et en plus de ces deux activités qui sont déjà relativement chronophages, tu as plein d'autres choses à gérer, genre des enfants. Oui. Tu participes à des associations, tu m'as dit que tu avais plusieurs activités. Oui, actuellement théâtre. Oui, à chaque fois j'ai eu... j'étais présidente d'une assoce de chant. Ouais. On peut dire que grosso modo, tu as une vie très bien remplie. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te satisfait comme situation? Oui. Sachant que là, en ce moment, c'est un peu plus... C'est ralenti. Personnellement, c'est ralenti. Mais en vrai, non, c'est pas ralenti puisqu'on a notre projet de travaux. Donc, Tu vas pouvoir nous raconter tout ça, c'est top. Du coup, je vais te demander en quelques phrases de décrire ta situation actuelle. Quelles sont ou sont tes activités professionnelles? Si tu veux nous parler également de ce que fait ton mari, etc. Sens-toi libre. Donc, actuellement, je travaille sur Lyon en tant qu'ingénieur thermique du bâtiment. On a décidé il y a 1 an et demi de déménager de Villeurbanne pour aller en Bourgogne, pour aller à la campagne. Ça faisait un projet qu'on avait depuis longtemps. Et dans l'idée aussi de ralentir et donner plus de place justement à notre aspiration créative, en particulier pour Nicolas, parce que lui, il s'installe en tant que potier. Et moi, du coup, pour l'instant, je reste ingénieure pour faire le backup financier, tout en sachant que, on est dans un endroit où on a un atelier sur place, donc c'est super chouette pour laisser libre cours quand on a un peu de temps pour faire de la poterie, pour faire de la peinture, tout ce qu'on veut. Comment tu répartis ton temps entre tes activités aujourd'hui? Et est-ce que ça te convient comme répartition? Oui, mon temps, genre entre le travail, oui, là, c'est assez confortable dans le sens où je travaille que 3 jours. C'est pas confortable financièrement et pas forcément confortable pour le travail en lui-même parce que c'est presque un peu haché. Mais c'est vrai que c'est super pour justement avoir du cerveau disponible pour les enfants, parce que moi, je sais pas comment les gens les parents qui sont à 100% tous les deux, je vois pas comment ils font. Je comprends pas comment ils font. Et en même temps, voilà, de laisser la place pour tous les projets, l'organisation. On est 2, hein. Clairement, je ferais pas ça toute seule. Donc oui, en termes de temps, c'est confortable. Ok. Tu veux nous en dire plus sur vos projets actuels? Donc oui, nos projets actuels. Donc là, c'est l'installation de Nicolas en tant que potier. Donc là, on est en bonne voie puisqu'il y a son atelier qui est pratiquement fini. L'idée, c'est qu'il bascule. Actuellement, il travaille encore un petit peu en tant qu'ingénieur, qui bascule bientôt à 100% pour devenir potier, vendre et vivre de la poterie. Et moi, j'aimerais bien, vu qu'on a un bel espace, bel endroit, accueillir du monde autour de la création, en gros, animer des ateliers artistiques dans un sens plutôt ressources. Voilà, on est dans un super joli cadre, donc accueillir du monde
pour voilà, pour un peu en mode développement personnel autour de la création. Et je confirme, le coin est magnifique. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ici aussi. Donc ici, ce que tu me dis, c'est que c'est un changement que vous avez fait en famille. Tout d'abord, le souhait de déménager à la campagne. Ensuite, le souhait de ton mari de se reconvertir à la poterie. Et enfin, ton souhait à toi de te former dans l'art-thérapie, tout en jonglant avec ton emploi du temps pour quand même garantir un certain revenu en gardant ton job d'ingénieur à temps partiel. Est-ce que peut-être on pourrait reprendre 30 secondes pour préciser ce qu'est l'art-thérapie pour nos auditeurs ? L'art-thérapie, c'est un soin psychique par l'art. C'est une manière d'aider, de soigner, d'accompagner des personnes en souffrance grâce à l'art. Donc l'art, c'est très large. Ça va de la musique au théâtre, la danse, les marionnettes, la peinture, le modelage. En fait, on peut faire de l'art-thérapie avec tous les médiums imaginables à partir du moment où il y a une forme de processus créatif. Et ça va surtout dépendre en fait des art-thérapeutes. Moi, par exemple, je pense que ce qui m'intéresse, c'est la peinture et l'argile parce que c'est des choses sur lesquelles je suis à l'aise. Et on peut, en fonction des objectifs thérapeutiques, de là où on intervient, aider de juste un simple apaisement. Donc voilà, pendant 1 heure, les personnes vont peut-être se sentir mieux. Peut-être que ça va permettre de réduire après d'une semaine sur l'autre les symptômes. Si c'est des personnes qui ont des crises, donc on reste sur du soin psychique. Donc par exemple, une personne psychotique, peut-être pendant 1 heure, il aura peut-être moins de crises ou pas du tout. Et puis d'une semaine à l'autre, ça va réduire ces crises parce que pendant 1 heure, il a été bien. Et puis après, ça peut améliorer sa confiance en soi, son estime de soi, de connaissance de soi. Parce que l'idée, c'est avec le processus créatif, on fait aussi sortir des choses de l'intérieur de soi qu'on n'arrive pas forcément à verbaliser, qu'on n'a pas forcément complètement conscience ou que c'est pas forcément clair. Et là, avec le thérapeute, en échangeant, etc., on peut l'aider. C'est aussi intéressant pour les personnes qui ne verbalisent pas bien, qui ont des difficultés, comme par exemple les enfants. Hein, c'est compliqué d'échanger avec un psychologue. Ça peut être pour les personnes avec un trouble du spectre autistique, des personnes avec des handicaps mentaux. Donc là, on va pouvoir en fait les atteindre, les aider à s'exprimer, à échanger, mais via un autre médium qui n'est pas juste la parole. Et puis après aussi, on peut carrément être en psychothérapie. Donc là, c'est vraiment sous format individuel où grâce à l'art, on va en apprendre plus sur soi, on va pouvoir aller creuser des sujets ou faire bouger des choses à l'intérieur de soi qui soient pas par la parole, mais plutôt par le processus créatif. Est-ce que tu saurais décrire comment tu te sentais avant ta prise de décision de changer de vie ? En fait, j'ai jamais été à l'aise dans mon choix d'ingénieur. C'est-à-dire que c'était un peu un choix presque par défaut, parce que j'ai toujours été très attirée par le côté créatif. Depuis toujours, j'ai des activités autour de ces notions-là, mais je voyais pas en quoi moi j'avais quelque chose à dire peut-être ou tu vois un talent particulier ou un truc à exploiter. Et donc ingénieur, ça m'a paru être un très bon rapport. Tant d'études, salaire derrière et sachant que j'avais des facilités, je suis très curieuse. Donc voilà, mais le métier ingénieur, c'était un grand flou. Et ça m'a jamais donné une sorte d'ambition. Ouais, je sais pas, à la fin des études, j'ai fait bon maintenant qu'est-ce que je fais Et voilà, donc après on m'a dit maintenant que tu as ton diplôme, tu peux quand même essayer. Donc j'ai essayé, mais ça n'a pas été un succès foufou. Je me suis jamais sentie à l'aise dans ce métier. C'est un métier qui te plaît quand même. C'est un métier qui me plaît dans le sens où les sujets sont intéressants. Mais je me suis, gros souci de, syndrome de l'imposteur, quoi, mais qui ne part pas, d'ailleurs, hein. Parce que tout de suite, je trouve que, ou c'est moi qui me suis mis la pression, en tant qu'ingénieur, j'ai l'impression qu'on attend de toi, que tu sais tout faire déjà, ou que je sais pas, je me suis mis une sorte de pression comme ça, et du coup, je me suis jamais sentie légitime.
Donc jamais trop à l'aise avec ce métier-là, même si en soi, ce que j'aime bien, c'est que moi je suis curieuse et ça alimente tout le temps en fait. Cette curiosité-là, j'apprenais plein de choses et ça m'a alimenté suffisamment pour pas me dire non mais en fait c'est nul. Mais je voyais bien que quand même, j'étais de plus en plus un peu malheureuse quoi. Tu vois, quelquefois j'allais au boulot un peu tristounette. Après, une fois que je suis avec les collègues, il y a les projets, les machins, on oublie. Mais parfois le matin, je me dis est-ce que je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, quoi. Vraiment, j'arrivais pas d'ambition, en fait. Je trouve que c'est un peu triste, tu vois. Tu te dis, bah, oui, mais après, bah, c'est comme ça qu'après, j'ai eu vent, une copine, parce que j'avais envie de me réorienter, mais c'est bien rigolo, mais se réorienter vers quoi? Moi, j'avais plein d'envies, mais rien de très précis. Et moi, c'est avec une association, donc un parcours, une copine qui sortait de là et qui m'a dit le parcours de l'association Connaissance à Lyon, qui est vraiment en mode c'est pas un bilan de compétences du tout. Souvent, c'est des personnes qui ont justement fait des bilans de compétences et que ça n'a pas donné grand-chose qui atterrissent aussi ici, dans ces parcours-là. Et voilà, je me suis dit bon ça serait un bon moyen de me donner une base en disant OK, je vois bien que je suis pas à l'aise dans mon métier actuel. J'avais déjà fait un peu des tentatives de parcours de machin mais c'était pas suffisamment moteur, pas suffisamment solide en fait pour te donner envie de me lancer. Et là, le fait que ce soit un parcours qui est assez long en fait, ça dure au moins 6 mois, voire plus, avec un groupe et on est vraiment sur de la connaissance de soi. Ça a permis vraiment d'asseoir quelque chose, de savoir pourquoi, en fait, en tant qu'ingénieur, quand même, j'aime bien. Bref, ça fait faire un peu le tri, de faire tout poser à plat. Et après, les choses m'ont paru beaucoup plus claires, même si c'était pas à gagner, hein. Mais voilà, c'est arrivé comme ça en fait, où je me suis dit donc moi c'était l'art-thérapie au final qui est ressorti de ce truc-là en me disant voilà le côté soin et le côté apport du créatif, de la créativité, de la création, j'ai eu envie de creuser cette piste-là. Mais c'était long. C'était pas un effet waouh, c'était un cheminement complet, quoi. C'est top que tu aies décidé de te faire accompagner pour mettre un petit peu tes idées au propre et tes envies, faire ressortir vraiment tes envies. Donc c'est un accompagnement qui a duré un peu plus de 6 mois, tu disais, et avec des rencontres régulières sur différents thèmes. Je crois comprendre que ça a été une évolution pas à pas, en fait, c'est ça? Qu'est-ce qui te freinait de faire ce changement? Est-ce que c'est parce que tu savais pas qu'il y avait des parcours qui existaient ou est-ce que tu avais une peur, Alors non, le changement, ce qui me freinait le changement, c'était justement j'avais envie de changement, mais je voyais pas précisément vers quoi. Et tant que c'est flou, tu changes pas en fait. Et c'est pour ça que le côté accompagnement, il était bien parce qu'il permet vraiment d'aller un peu jusqu'au bout de la réflexion parce que c'est inconfortable. Il y a toujours un moment où on se dit non, mais en fait ça va. Et c'est vrai, en plus, moi, vraiment, j'avais pas un boulot. On est vraiment très loin du bullshit job. Hein. Mon boulot, il est intéressant. J'apprends plein de choses. Mais il y a une sorte tu sais, ce qu'on dit là, d'alignement qui manque, quoi. Un truc, tu dis, j'ai un peu l'impression d'être à côté de la plaque. Et c'est pas confortable. Et je me dis, non, je vais pas vivre ma vie en étant à côté de la plaque. C'est quand même hyper triste. Exactement. OK. Et du coup, est-ce que tu avais des signaux d'alerte de ton insatisfaction, on va appeler ça comme ça? Est-ce que tu avais des manifestations physiques, des manifestations émotionnelles? Ouais, je te dis quelquefois un manque de motivation en fait pour aller au travail. Sachant qu'en plus, j'avais envie qu'il y ait d'autres choses, pas passer mes journées à faire ça. Donc, il y a des matins, je me rappelle, je pleurais, je savais même pas trop pourquoi sur mon vélo, quoi. Tu vois, j'allais au boulot, je savais que c'était du stress, que j'étais à la bourre sur tout ce que j'avais à faire et que en plus tout ça, toute cette énergie et ce stress pour quelque chose qui, est-ce que ça en vaut le coup, tu vois? Est-ce que ça en valait le coup? Et c'est ça je me suis dit: «Non, mais je peux pas dire que je m'épanouissais dans mon travail». Donc voilà. Donc je m'étais dit à un moment donné, il faut que tu te mobilises. C'est plus poli que ce que j'avais en tête. Très bien. OK. Est-ce que tes proches ont vu cette insatisfaction? Est-ce qu'ils
t'ont aidé? Est-ce que ton contraire un peu fait lever le pied? C'est une bonne question. Je pense que c'était quand même assez intérieur tout ça. Je réfléchis à Nicolas, qu'est-ce qu'il disait? Je pense qu'il était quand même un peu soutenant en disant bon oui, reste pas dans ton job là si ça va pas, si c'est toujours en stress. J'avais tendance en plus à faire des gros horaires, tout ça pour pas grand chose déjà. En plus, les heures sup n'étaient pas payées. Donc ils disaient mais pourquoi tu travailles autant alors que c'est même pas ton job de tes rêves quoi, c'est pas un truc passion. Et donc voilà, et même moi je me dis bon bah, OK, même si je change de boulot mais que je reste dans l'ingénierie, il y avait rien qui tu sais, qui me donnait un truc, une envie quoi. Donc c'est là où je me suis dit: «Bon, bah, peut-être qu'il faut aller voir ailleurs». Donc oui, Nicolas, il a été soutenant. Je sais pas si il m'a pas poussé forcément, mais il s'est dit: «Bah oui, si c'est nécessaire, Mmh. ça vaut le coup». Et du coup, combien de temps a duré la période où tu te sentais pas bien, mais t'as pas réussi à prendre des actions? Est-ce que c'est depuis ton diplôme ou est-ce que c'est arrivé un peu plus tard? Ah ouais, moi je pense depuis mon diplôme, même pendant mon diplôme. Même bien avant mon diplôme. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, il y a le rythme, le fait d'apprendre tout le temps. Moi, en fait, j'adore apprendre, donc ça me tenait et cetera. Mais plus on se rapprochait du diplôme, plus je me rappelle, vraiment me sentir pas bien. Déjà, mes notes, elles commençaient un peu à dégringoler parce que j'avais moins la motive pour apprendre. Je crois qu'il y avait aussi une sorte, de lassitude d'être le bon élève, quoi. Mais, il y avait aussi, OK, bah, maintenant je vais avoir un diplôme et puis quoi derrière? Et ça, je me rappelle très bien, avoir vraiment la dernière année, ou là, enfin, les 2 dernières années, me sentir vraiment pas bien, déjà dans ce truc-là. Mais je me suis dit: «Bon, bah, maintenant j'essaye». On se dit qu'on n'a pas le choix et puis il faut essayer, tu vois? Je me dis aussi: «C'est important d'essayer». OK, on a fait ce choix-là, on va jusqu'au bout, tu vois? C'est dommage d'avoir fait 5 ans d'études pour rien. Pas pour rien, parce que c'était trop bien. Encore moi, j'ai adoré les études, hein, franchement. Après oui, effectivement, j'aurais pu peut-être faire d'autres études. Oui, j'ai des regrets de ouf, en me disant: «Mais pourquoi j'ai fait?» Ouais, maintenant c'est un peu trop tard, quoi. Ouais, j'entends surtout que tu aurais aimé pouvoir tout faire parce que le métier d'ingénieur est passionnant. Il y avait énormément d'autres choses à apprendre peut-être aussi. Est-ce que du coup tes amis quand tu étais plus jeune te voyaient devenir ingénieur ou pas du tout? Après je pense bah, pour mes amis qui me connaissent bien, c'est sûr qu'ils me voyaient plus, heu, bibliothécaire ou, tu sais, travailler dans un musée, à donner à faire de la médiation culturelle ou des choses comme ça, tu vois? C'est vrai qu'ingénieur, je pense que pour mes amis, ça a pas forcément été le truc qui colle le plus à moi, quoi. Où est-ce que tu as trouvé le courage de prendre ta décision de vouloir te réorienter ou au moins de te poser des questions et d'initier un certain changement dans ta vie? C'est une copine qui avait un peu changé, pareil, fait ce parcours-là. Elle en parlait tellement avec enthousiasme et elle était en train de se réorienter aussi. Elle était à fond et je me suis dit: «Ah bah, c'est cette pièce-là qui me manque pour vraiment savoir, quoi». On parle là du parcours, qui est en fait un accompagnement proposé par l'association lyonnaise dont on parlait auparavant, pour la réorientation notamment. Et je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion». Donc là, que je pendant ce parcours, hein, je continuais de travailler, voilà, je posais des petits jours de congé, machin, bidule, et pour faire, avancer. Et c'est à la suite de ce parcours-là où on se dit: «Bon, bah, maintenant que tu en sais plus, c'est quoi la suite?» Normalement, l'idée de la fin du parcours, c'est que tu te fasses un petit plan de c'est quoi la suite, hein, évidemment. On te laisse pas maintenant avec tout ton bazar bien soulevé, là, tu as tout remué et cetera. L'idée, c'est d'avoir un peu et en plus, l'intérêt, qui était confortable avec ce parcours, c'est que si tu voulais après, tu pouvais toujours avoir des coachings flash. Donc c'est on te lâche pas. C'est-à-dire que tu peux continuer. Moi, je suis retournée voir régulièrement. Je faisais même un peu de quand j'étais au chômage, ben, il y avait une salle où on pouvait un peu télétravailler sur place. Donc moi, j'allais, pas télétravailler, mais même travailler tout court puisqu'en fait, je ne travaillais pas. Donc et donc j'avais ma demi-journée où je me consacrais, à ma réorientation, mais avec du monde autour parce que moi, Ouais, j'ai besoin de se beaucoup de sentir seul. cadres. Ouais, Ah ouais, c'est ça, se seule, sentir moi seul, c'est je assez difficile, dans ces périodes de doute. c'est ça, c'est que du coup tu laisses vite tomber et puis tu regardes une série Netflix. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré pour prendre la décision du changement? Ou peut-être des livres? Ou peut-être d'autres choses? Si, j'ai un collègue aussi qui était dans ma boîte et à l'occasion de sa femme qui avait un très bon poste dans une autre ville, donc il a démissionné pour, la suivre et au final, il en a profité pour devenir photographe. Et donc ça, c'est vrai que c'était aussi assez, inspirant. On dit: «Waouh!» Donc il avait l'air de s'éclater. Je pense que c'était pas simple, mais
Oui, il y a eu lui, puis après, voilà, il y a la copine qui avait fait ce parcours. Je réfléchis s'il y avait d'autres gens aussi. Ouais, là, j'ai plus d'idées en tête. Précisément de réorientation. Si, après, il y avait ce Swan, que j'avais rencontré par hasard, qui était quelqu'un de l'INSA de ma promo, qui était, lui, il était quoi? Il était en musique études. Donc, on était dans la même grande classe, là. Parce que ce que tu nous as pas dit, c'est que tu as quand même fait une voie artistique. Oui, alors moi j'ai fait l'INSA parce qu'ils avaient l'option art plastique études ou théâtre études. J'ai beaucoup hésité, j'ai fait art plastique études et avec Nicolas on s'est rencontrés en art plastique études, donc il y a pas non plus de voilà, c'est oui, effectivement. Oui, t'as raison. Oui, ça m'a pas lâché en fait. Justement donc voilà et donc Swan qui était que je connaissais plutôt de vue, hein, mais parce qu'il était dans ma on va dire dans ma promo. Un jour je suis tombée sur lui en faisant de la figuration dans un court-métrage parce qu'à une époque j'aimais bien faire ça, tu vois, j'avais été mise sur une liste ou bref, j'avais été contactée. Et c'était Swan était le réalisateur. Et donc on pouvait faire du cinéma, on va dire, à petite échelle, hein, mais tout en étant ingénieur. Parce que lui, il était, alors maintenant je sais pas, mais à l'époque, ouais, il bossait quoi. Et donc ça aussi, je pense que ça avait un peu une source, tu vois, bah c'est possible. Maintenant donc que tu as fait ce travail sur toi-même, que tu as des pistes pour la suite, est-ce que tu referais ce travail? Ah oui. Moi, je conseille à tout le monde de faire ce genre de travail, en fait. Parce que ça serait trop dommage de passer toute ta vie à côté de ta vie, tu vois? Donc, moi, le parcours que j'ai fait, il était il peut être assez violent à des moments, hein, parce que il y a toujours des moments où il y a des pleurs, hein, que ça soit, on est tous à un moment donné à avoir pleuré pendant la Personnellement, dans mes accompagnements, j'essaye qu'il y ait pas de pleurs parce que justement, j'ai envie que ce soit le plus simple. Oui, oui, mais tu sais, quelquefois, pleurer, c'est pas ça évacue quelque chose, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un pleur traumatique, en fait, je sais pas comment dire, à partir du moment où c'est bien accueilli en face, pleurer, c'est pas grave, quoi. Moi, je me rappelle, je me suis mis à pleurer, mais c'était pas grave, c'est juste que ça veut dire que ça vient toucher quelque chose et que c'est intéressant d'y creuser en disant: «Ah, pourquoi c'est un sujet sensible?» Et en fonction des ateliers, ça peut être très différent. Il y en a, le parcours professionnel, je sais que Nicolas, c'était celui-là qui l'a beaucoup bouleversé à l'époque. Moi, c'était sur les talents, je crois, tu vois? Je sais plus du tout, mais bref, moi, je trouve que c'est bien parce que ça te donne un peu des points sensibles. Tu dis: «Bah, pourquoi ça me touche autant?» Ça veut forcément dire quelque chose et moi, j'ai encore le classeur évidemment de tout le parcours et c'est quelque chose, de temps en temps, j'ai réouvert et tu relis ce que tu as dit et ça fait une sorte de noyau de base parce qu'en fait, c'est des choses qui sont vraies pas elles vont ça peut évoluer, mais grosso modo, normalement, c'est toi, en fait. Donc c'est pas censé, être caduc, quoi, ce que tu sors. C'est pas lié à ta profession, ton parcours professionnel, c'est lié à toi, OK, depuis ton enfance jusqu'à maintenant, qui tu es. Et par exemple, écrire le job de tes rêves, ben, finalement, moi, ça m'a vachement été utile quand à chaque fois que j'ai voulu retrouver un boulot en disant: «Attends, c'était quoi déjà mes critères?» Alors c'est des critères pour le coup hyper, matériels, quoi. C'était, bah, accessible à vélo, 80% accepté, je sais plus moi, au moins 2 000 € net. Je sais plus, tu vois? C'était des choses très déjà ça et puis après, bah, il y avait être en cohérence avec mes valeurs, que ça soit quand même un truc qui ait du sens. Et ça, ça peut être valable toute ma vie, que ce soit en tant qu'ingénieur, en tant qu'autre chose, tu vois? Et le fait d'avoir aussi pu lister mes valeurs, normalement, tes valeurs, c'est quelque chose qui te suivent toute ta vie. Normalement, tu es pas censé te dire: «Ah, avant c'était ça, maintenant, plus rien à voir». Et c'est hyper important parce que dans tes choix de vie, de manière générale, tes valeurs, c'est en vrai, un vrai guide en disant: «Est-ce que je vais dans mon sens de ces valeurs-là ou pas du tout?» Et les talents, c'est pas mal parce que quand tu sais que sur quoi tu peux te reposer. Quelque chose, un talent, c'est un truc que tu peux faire facilement, en tout cas comme nous présenter, qui te coûte pas de trop d'énergie et donc autant aller un maximum là-dedans pour t'épargner, des difficultés. D'accord à 12 minutes, c'est génial. Mais après, même si ça veut pas dire que c'est facile, mais tout ça, ça fait des sortes de vraiment de fondements, de bases sur lesquels après, tu peux évoluer. C'était quoi ta question déjà? Non, mais ta réponse me va très bien, ne t'inquiète pas. OK, l'action, c'est si c'était à refaire, est-ce que Oui, ça tu le referais? alors Tu as à déjà 100% et j'en parlais à tout le monde et je connais Nicolas a fait après,
il y a d'autres personnes à qui je l'ai conseillé de le faire. Quel que soit où ça mène, en fait, à part si t'es hyper bien dans ton boulot et que tu te sens hyper aligné, etc. Là, évidemment, il y a pas forcément besoin, mais souvent, on se retrouve dans la vie, dans un métier, on sait plus trop pourquoi, et là, ça permet de réécrire des trucs bien à plat, les avoir dans un coin, et t'en fais ce que tu veux au moment où il faut, tu vois, où t'en as besoin. Ça veut pas dire que tu dois changer ta vie du jour au lendemain. Ça c'est sur Instagram, ça. Est-ce que tu as remarqué que ta relation avec tes proches et tes amis ont changé une fois que tu as eu cette réflexion ou pas? Oui, dans le sens, oui. Quoi, la relation, non. Mais je pense dans le regard des gens, certains sont plutôt admiratifs. Ça peut être inspirant. Dans le sens, on dit: «Ah ouais, c'est bien», on sait pas, tu sais, quelquefois ça peut planter des petites graines, tu sais, puis ça va peut-être finir par pousser, c'est pas mon idée à moi, mais quand tu parles de ça, oui, ça peut, inspirer des gens, en tout cas, amorcer une réflexion. D'autres qui vont faire beaucoup de réflexions en mode, qui ont très peur, en fait, qui projettent leur propre peur, en disant: «Bon, mais ça va être difficile», quoi, je sais pas. Alors pour l'art-thérapie, ouais, moi l'art-thérapie, c'est pas un métier, où on sait qu'on va gagner des milliers, des cents, donc moi j'étais très lucide et je dis: «Mais je sais pas, en tout cas ça m'intéresse, j'essaye». Là, j'ai pas encore, fini, mais n'empêche, même si je m'arrête là, tout ce que j'ai fait, c'est ça pourra me servir peut-être, voilà, pour réorienter en me disant: «Bah, si je vais animer des ateliers moi-même, ben, j'aurai des clés, indi importantes, quoi, indispensables pour, ce que j'ai envie de faire». Mais oui, forcément, tu as les proches, surtout quand tu passes d'ingénieur à autre chose, warning, ouais, qu'on mais voilà, moi je trouve ça vaut le coup. Du coup, quand tu auras finalisé ta reconversion en art thérapeute, si c'est bien ce que tu envisages de faire, est-ce que tu penses continuer jusqu'à la retraite sur cette voie ou tu te dis finalement peut-être que j'aurais envie de changer à nouveau? Ah oui, non, moi, de toute façon, j'ai déjà un peu changé. C'est-à-dire au début art-thérapie, maintenant je me dis: «Bah, en fait, peut-être que ce serait quelque chose que je fais, que, ponctuellement, régulièrement, à la maison, quoi, à la maison. Ici, en proposant des ateliers, ce qui était pas mon idée initiale. À la base, je m'étais dit: «Bah, moi, j'aimerais bien être art thérapeute, mais plutôt aller en institution», même si en vrai, j'ai toujours envie. Mais là, je pense pour être légitime pour aller en institution, il faut vraiment que je finisse ma formation. Mais peut-être que je vais en rester là, c'est-à-dire pas finir ma formation et peut-être continuer à être ingénieur, mais avec un temps quand même un peu plus allégé, et essayer de profiter du lieu qu'on a ici pour proposer d'autres choses. Ah non, non, rien n'est figé. Au contraire, j'aime bien faire un peu avec ce qui arrive, tu vois? Peut-être qu'en fait, après, je vais devenir experte en ingénierie, je vais plus jamais faire de je sais pas moi. Non. En quoi tu penses que ta formation d'ingénieur t'a aidé ou freiné dans cette transformation? Freiner ou aider? Je dirais que ça a été un peu un frein parce que pour moi, après, voilà, il y a un côté, un peu, je me sentais un peu redevable, tu vois, de la société. Voilà, on m'a payé des études, je suis censée être, quoi, je sais plein de choses et j'ai certainement des connaissances et peut-être des compétences, et donc tu vois, j'avais un peu peur d'avoir l'impression de gâcher ça si j'allais vers, bah, ailleurs tout de suite. Mmh. En me disant: «Bah, quand même, c'est un peu dommage», mais ça c'est la formation d'ingénieur et en se disant: «Bah, je pourrais peut-être être plus utile en tant qu'ingénieur», tu vois? Il y a ce côté-là, et en même temps, c'est un super, bagage, qui nous permet quand même d'apprendre, comprendre, quand même assez rapidement, d'avoir en plus là, l'ingénieur généraliste, du coup, quand même, on sait plein de choses, c'est une sorte de culture, et cetera. Donc c'est un peu un frein, dans le sens, voilà, un peu redevable, et puis en plus, voilà, j'ai envie d'essayer aussi d'exploiter tout ce que j'ai appris. Mmh. Même si en fait, tu sais que tu en exploites pas tant que ça. Mais en vrai, non, parce que c'est pas que juste des connaissances, l'ingénieur, c'est quand même plein d'autres choses. C'est apprendre à comprendre, apprendre à résoudre des sujets, tu vois? Donc ça laisse, moi, ça m'a, fait une sorte, plutôt une ouverture d'esprit sur plein de sujets. Et après, ouais. Voilà, il y avait ce statut un peu à honorer, on va dire, OK. qui pouvait être un peu un frein. Et en plus, ça m'a créé un gros syndrome, de l'imposteur, en tant qu'ingénieur, parce que j'ai l'impression que je n'étais pas au niveau. Mais ça, c'est encore un autre, Ça, c'est un autre sujet sujet, mais c'est et tu aussi, loin d'être la seule, hein, oui, je sur ce sais, là. mais je sais, mais je me dis: «Waouh!» Comme je me suis enfermée là-dedans, et en plus après,
Mais c'est aussi ça qui m'a poussée, du coup, en me sentant pas à la hauteur, en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ingénieure? En fait, je suis pas du tout faite pour ça, je rame», tu vois? Donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de me réorienter en me disant: «Bah, en fait, si ça se trouve, il y a des métiers où ce serait beaucoup plus simple pour moi». Et le tout, c'était de trouver lequel. Et l'art-thérapie, en fait, c'est pas simple du tout. Ça m'a pareil, je pense que si un jour je deviens art-thérapeute, gros, syndrome de l'imposteur, il y aura pas de souci, je l'aurai aussi. Et oui, un syndrome de l'imposteur en tant qu'ingénieur existera aussi en tant qu'art-thérapeute et peut-être même en tant que femme au foyer, qui sait? Est-ce que tu penses que la seule option qu'on a à disposition quand on se sent un peu coincé, pas à l'aise dans son job d'ingénieur, c'est de tout envoyer valser et devenir prof de yoga à Bali? Non, clairement pas. Je trouve que, à part si vraiment ton job, c'est un job de pourri. Tu peux dire des gros mots. Ah oui, c'est vrai. À part si vraiment ton job, il a pas de sens ou quoi, je trouve que ça, c'est quand même l'intérêt d'être ingénieur. Je trouve qu'on peut avoir quand même des boulots qui peuvent être passionnants, intéressants, avec des postes qui sont valorisants. Ce qui n'était pas forcément moi comme je l'ai vécu moi, mais en tout cas, ça te permet en plus d'avoir un peu de l'argent. Donc moi, je pense que l'idée, ça serait de ralentir sur ce métier. Je trouve que l'idée d'être à moitié ingénieur, à moitié autre chose, moitié un truc qui te plaît plus sur d'autres pans, c'est un luxe en fait. Après, bon, peut-être les choses, elles sont en train d'évoluer, mais ralentir, voilà, négocier un 80%. Alors Nico, par exemple, il a profité pas profiter, oui, si, pour ralentir et profiter du congé parental, en fait. Tu sais, tu peux demander, on peut pas te le refuser. Donc, ça a été une bonne entrée en disant, bah, peut-être pour profiter, toi qui veux ralentir. Donc, ça lui a permis de ralentir pour s'occuper des enfants, mais aussi se libérer un peu d'esprit, voilà. Quel conseil tu donnerais à ton toi d'il y a 10 ans, à l'époque où tu te sentais pas bien et que tu savais pas quoi faire pour aller mieux? Je sais pas quel conseil, parce que finalement, ouais. Je pense que c'est parce que c'est l'expérience quand même, tu vois. C'est parce que j'ai eu des difficultés que ça m'a poussée. Donc, je suis pas sûre que. Ah, pétard, c'est une question de confiance en soi, mais je sais même pas, je peux pas dire, oh, prends confiance en toi. Ça marcherait pas. Ça serait tellement simple. Donc, je sais pas, c'est comme si c'était un peu inévitable, en fait, de ce Tu chemin-là. penses que t'aurais pas pu plutôt avoir le déclic de te dire fais ce qui te fait vraiment envie? En fait, je me le posais la question et j'arrivais pas à y répondre pour plein de raisons. Une histoire de confiance en soi, une histoire de prise de risque, parce que à un moment donné aussi, suite à mon première expérience d'ingénieur, on est parti. Nico, il était en Chine, en volontariat international, en entreprise, et donc je l'ai rejoint. Et là, j'aurais pu trouver du boulot, mais pareil, j'arrivais pas. Bon, en tant qu'expat, expat. J'avais pas le statut expat, c'était trouver un petit boulot, un boulot, mais bref. Et à un moment donné, je m'étais redit, moi, ce que je voulais faire, c'était du cinéma, être actrice, etc. Donc, du coup, je m'étais renseignée sur les écoles, blablabla. Et vraiment, j'étais allée assez loin dans les réflexions, les différents machins. Et après, je me suis un peu dégonflée en me disant non, mais en fait, pourquoi, comment j'y arriverais? Tu vois, donc c'est vraiment une question de confiance. Mais la confiance, c'est pas, non, on peut pas, c'est pas sur un conseil que ça change quoi que ce soit, quoi. Donc, Oui, c'est sûr que la confiance en soi, ça se décrète pas, ça s'expérimente plutôt. Mais du coup, ce projet de déménagement et de changement de vie, est-ce que c'est ça qui t'a nourri et qui t'a motivé? quand tu as une sorte de projet et que tu alimentes ce projet-là, si tu sais pourquoi tu bosses, en disant, bah, en ce moment, je bosse parce que je veux accumuler de l'argent, parce que je veux m'acheter une maison, je veux aller à la campagne, ou parce que justement, j'ai m'ouvrir un resto et que j'ai besoin d'argent, j'en sais rien. Mais si tu le fais avec cette idée-là, ça, c'est ok, en fait. C'est juste savoir pourquoi tu le fais. Et c'est quand tu sais plus pourquoi que là, il faut se dire, bon, bah, ok, je réfléchis et redonner du sens. Si tu bosses parce que tu as besoin d'argent, parce que tu as des enfants et que c'est important, bah, voilà. Je sais pas. Pour moi, mais à un moment donné, oui, s'infliger du stress, rendre les choses à l'heure pour les clients, quoi, je sais pas, il y a quelque chose, tu dis, il y a une sorte de décalage, voilà, se dire pourquoi on le fait et avoir des projets et voir tu sais, voilà, peut-être à long terme, tu vois, quoi, à moyen terme ou à long terme, et cultiver tous ces trucs qui sont à côté, quoi. Tes passions, tes centres d'intérêt, tes loisirs. Ça peut être après un bon
un bon appui, un bon levier pour aller vers autre chose, Mhm. sans forcément changer de vie, en fait. Ça, c'est, ouais, je te dis, c'est vraiment comme t'es obligé d'avoir vu la lumière et d'un seul coup, non, mais en fait, voilà, je vais ouvrir un gîte, faire du pain, quoi. Il y a tellement de choses, mais on n'est pas obligé que ce soit un virage à 180 degrés, quoi. Même 45 degrés en soi, tu vois. Changer de direction pour être sûr d'aller vers quelque chose qui t'intéresse, quoi. Qui te va. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes sur cette question de trouver du sens à ce qu'on fait ou pas? Non, quoi, franchement, je pourrais pas dire que ça m'est apparu nettement, quoi. Non, franchement, quoi, après j'ai plus de copines et je sais que c'est quand même important, mais non, franchement, je pourrais pas dire nettement. Est-ce que tu vas en profiter pour faire une petite page de pub pour certains trucs? Et ben pour Nicolas, parce que pour l'instant moi j'ai pas grand-chose. Nicolas Gierlowski, donc qui est mon conjoint. Nicolas, depuis un mois, est à 100% sur la céramique. Son atelier est opérationnel. Il commence à avoir tourné pas mal de pots, de saladiers, de pichets, d'assiettes, dans l'idée de préparer Noël et les ventes de Noël. Et ces pièces, on pourrait les retrouver au Atelier déraisonnable, c'est 63 rue Masséna à Lyon, donc à 3 minutes de l'arrêt Masséna du même nom. Et chez nous, dans l'atelier actuel, à côté de Cluny, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura aménagé un petit espace d'exposition pour montrer le travail. Donc pour avoir toutes les infos, c'est sur son Instagram, l'atelier déraisonnable, en un mot. Voilà, allez voir ce qu'il fait. Eh ben, merci beaucoup Je t'en pour cette prie. discussion. J'espère que ça aura donné envie à nos auditeurs de creuser un petit peu toutes ces questions qui leur font peur. Ah mais carrément, il faut. Top. Merci beaucoup, Marion. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Linge épanoui jusqu'au bout. Je m'appelle Barbara, ingénieure depuis 15 ans, et j'ai créé ce podcast parce que je constate qu'autour de moi, beaucoup trop d'ingénieurs brillants ont perdu leur étincelle. Des personnes curieuses, intelligentes et passionnées qui gâchent leur vie à attendre inlassablement la retraite. Si tu te reconnais dans cette description, sache que je propose des accompagnements personnalisés pour remettre du pétillant dans ta vie. Tu peux m'envoyer un mail tout simple à barbaradechampagne@gmail.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview inspirante.